Là, récemment, j'ai vu aussi que tu avais acheté la voiture de tes rêves à 21 ans. Ça fait quoi d'acheter ça aussi jeune Tu sais, nous, les mecs, c'est très simple. Hein. Les vroom vroom moteur, on est content. Avec les écoles de commerce, pour moi, c'est un peu le plus gros scam que tu peux avoir. Dans ma réussite, dans le marketing, probablement, parce que c'est vraiment la pierre angulaire du marketing, le copywriting. Donc là, il y a The Ecosystem depuis 1 an, 2 ans même. C'est quoi la suite? Ok, let's go. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e podcast de ma chaîne. Donc on est avec Mathis, donc nouvel invité. On a eu Enzo, on a eu Nico, on a eu Wally. Donc Mathis, je te laisse un peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, bien que tu sois quand même relativement connu dans le monde de l'infoproduit. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait extrêmement plaisir. Alors, Mathis Clouet, ça fait 4 ans que je suis vraiment à 100% en entrepreneuriat, que j'ai ma boîte, j'ai différentes boîtes. J'ai commencé dans le marketing de manière générale, avec du copywriting. Et ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai la boîte TheEcosystem.io, qui aujourd'hui aide des business IT data skill et leur activité en ligne. Donc, ouais. Parce que là, je me posais la question aussi tu as commencé quand même relativement jeune. Et c'était quoi un peu du coup les étapes par lesquelles tu es passé? Tu as fait du copy avec Tugan, ensuite tu es passé sur autre chose. Il y a eu Oussama Ammar aussi entre-temps. Ça s'est passé un peu comment tout ça? Ouais, alors en fait, moi j'ai commencé assez jeune, à 15-16 ans, avec un ami au lycée, on faisait du Vinted, voilà. C'était assez près de loin. Alors j'allais dire au business en ligne, mais en fait tout simplement à se mettre en activité. Et puis j'ai pas eu mon bac, parce que je faisais autre chose à côté. J'ai commencé très tôt à investir dans pas mal de formations pour me renseigner sur tout simplement comment est-ce que je pouvais faire autre chose que le système classique. Et donc j'ai commencé effectivement avec du copywriting avec Tugan Barra. Et j'ai commencé à me former sur le marketing, faire des pages de vente. J'ai ouvert ma première agence Business Crib. Je commençais à faire 10-15 cas par mois au pourcentage pour des entrepreneurs. Et puis j'ai étendu ça à un service marketing plus global, avec du contenu, avec des personnes qui accompagnent sur le plus long terme. Et après avoir fait cette agence-là et accompagné plusieurs gros infopreneurs, entre guillemets, j'ai décidé de monter TheEcosystem.io, qui est toujours aujourd'hui mon activité principale et sur lequel on fait l'accompagnement business en étiquette. Ok, parce que ouais, il y a eu cette partie vraiment copywriting au tout début. De toute façon, tu nous en parles à chaque fois dans les lives qu'on fait sur The Ecosystem. Et ça, selon toi, ça a été quoi? Ça a été un gros facteur dans toute la réussite un peu business que tu as actuellement ou pas? Dans ma réussite, dans le marketing, probablement, parce que c'est vraiment la pierre angulaire du marketing, le copywriting. Je considère que c'est sur une compétence très spécifique qui m'a permis ensuite d'étaler mon expertise à autre chose. Je pense que de commencer de manière très générale sur le marketing, ça m'aurait pris plus de temps. C'est pour ça que lorsque les personnes viennent me voir et me disent comment est-ce que je peux faire pour apprendre telle ou telle expertise, c'est intéressant de s'intéresser d'abord à un sujet très spécifique, à un secteur d'industrie très spécifique dans cette globalité-là. Ensuite, d'étendre son expertise à autre chose. Et il se trouve qu'en plus, le copywriting est la base de la compréhension psychologique nécessaire au marketing pour la vente, que ce soit en ligne ou à l'écrit ou sur des publicités. Donc, une fois qu'on maîtrise le marketing, c'est super puissant. Okay. Parce que c'est vrai que c'est intéressant. J'ai entendu pas mal de personnes, dont comment il s'appelait, Imran, etc., dernièrement, qui avaient fait une petite interview, enfin une interview. Il était venu dans un live avec Valère dans Business OS et qui disait que les points les plus importants à travailler, c'était copywriting, ads. C'était les 2 points qui permettaient d'aller chercher beaucoup de résultats très rapidement. Toi, les ads, tu as commencé à en faire il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si tu en fais toujours d'ailleurs. On en a fait un peu en début d'année. Je me suis rendu compte que, en fait, si je mettais l'argent, le temps et l'énergie que je mettais sur le lancement de ces ads-là sur plus d'organique, j'aurais encore plus de résultats. Donc, on est rentable sur les ads qu'on fait, mais c'est toujours pas quelque chose que moi dont je suis fan. Je devrais d'abord recommencer à prendre du temps pour faire des vidéos YouTube. Donc voilà. Donc ça fait ouais, il y a eu une story hier, ça fait 7 mois qu'on a pas. Non, 7 semaines. 7 mois. 7 mois, ça fait beaucoup, ouais, 7 semaines. Ouais. Et c'est là où on voit la force de l'organique, de toute façon. 7 semaines et tu continues de faire Et du ça, cash. quand on voit d'avoir les agendas pleins, c'est dingue. Parce que là, du coup, tu prends beaucoup moins de calls qu'avant, tu m'avais dit la dernière fois. Ah oui, nous, on a plusieurs closers maintenant, évidemment, puisque sinon, ça serait compliqué au quotidien. Mais ouais, bien sûr. Parce que là, tu as combien de calls par semaine à peu près ou par mois? On a entre 10 et 12 appels qualifiés par jour. Ok, donc ça fait, ouais, tu as 200, 300 appels par mois. Donc, Ouais, on a au mois d'un an, on a 264. Donc, ça, c'est top. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont. En plus, tu me dis qualifiés. C'est qu'il y en a beaucoup là sur le marché. Surtout de l'argent. qualifié, mais c'est un abus de langage. En réalité, on devrait, sur ces 10 à 12 appels, on devrait en avoir
peut-être en réalité 6-7 vraiment qualifiés. Quand je dis qualifiés, c'est parce que c'est ce que je considère qualifié n'est pas la qualification du marché. C'est que c'est des personnes qui ont du business, mais qui ne sont pas encore au stade où nous, on voudrait les aider. Mais pour la majorité des gens, je pense qu'ils iraient plus loin dans le closing et ils pourraient probablement closer. Nous, on fait le choix de être plus tranquille sur cette partie-là et de partir avec que vraiment les gens qui veulent vraiment partir avec nous sans avoir à forcer la vente. Ouais, parce que c'est vrai que le marché de l'infoprenariat, etc., les gens veulent souvent qu'on leur fasse tout, qu'on leur mette tout en place. Et du coup, c'est souvent compliqué d'avoir des résultats avec des personnes qui sont pas motivées, qui sont pas moteurs, en fait. Le gros problème de l'infoprenariat aujourd'hui, en tout cas, il y a des gros problèmes du côté des formateurs, mais on ne parle pas aussi des problèmes majeurs qui est du côté client, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui prennent un abonnement à la salle de sport et pensent que même juste le fait d'apprendre un abonnement va leur permettre d'avoir des muscles ou d'être en bonne santé, alors qu'en fait, il faut y aller à la salle de sport. Et c'est tout le sujet. C'est même si aujourd'hui, tu avais un accompagnement, ce qui n'est pas notre cas, mais 100% done for you, tu devrais toujours avoir à te défoncer au quotidien pour travailler et complémenter le rôle du prestataire. Parce qu'il n'y a jamais rien de facile, il n'y a jamais rien qui est donné. Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais été vraiment déçu par des prestations que j'ai prises, même qui aient parfois été mauvaises, parce que je prends tout en ma responsabilité et que je ne vois jamais la solution d'un accompagnement, d'un service ou autre comme une solution magique et comme quelque chose qui peut potentiellement m'apporter du bonus si ça réussit. Mais je sais très bien que le monde est cruel, le monde est dur et qu'il n'y a personne qui détient la solution magique. Et c'est d'ailleurs ce que nous on dit. Il n'y a personne qui a la solution magique, il y a plein de méthodes qui marchent, mais il faut toujours bosser énormément, il faut être marketing, enfin voilà, il faut voir plein de choses, mais par contre, ça peut te permettre d'accélérer. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais après, ça, je sais pas si je pense que c'est dû à toutes les promesses. Et même, il y a beaucoup de ads depuis, je dirais, un an et demi, même avant, hein, ou avec des promesses abusées. Et les gens pensent qu'en faisant rien, ils peuvent avoir beaucoup de choses. Et ça, ça a bien marché pour faire beaucoup de cash pour pas mal d'infopreneurs. Mais le problème, c'est qu'après, bon, on se retrouve avec des personnes qui sont pas du tout moteurs, pas du tout motivées. Et au niveau des résultats, ça prêche, quoi. Ah oui, bien sûr, complètement. Après, il y a aussi un truc, c'est qu'en France, il y en a qui font des promesses en garantissant les promesses. Notre garantie, elle n'est pas de faire 50K par mois. Nous, on a une garantie plancher qui est de faire un x2 sur l'investissement initial. Mais c'est vrai il y a beaucoup de gens qui confondent les promesses et les objectifs. Aux US, ils ont moins ça. C'est-à-dire qu'ils ont par exemple la target d'aller chercher 100K, 200K par mois. Et les gens savent qu'ils doivent bosser dans cet objectif-là. En France, tu mets un intitulé sur une page de vente ou sur un calendrier, c'est vrai que les gens s'attendent immédiatement à ça. Et si c'est formulé et prescrit comme ça, je peux le comprendre. Ça devrait être le cas. Je suis pas en train de défendre tous ceux qui font des fausses promesses. Mais il faut comprendre la différence et c'est aussi aux formateurs d'être ultra clair. C'est formateurs, accompagnement, agence. C'est aussi aux prestataires en premier lieu d'être ultra clair sur qu'est-ce qu'ils ont à délivrer exactement et qu'est-ce qu'ils ont à atteindre au minimum. Ouais, parce que sinon, ça fait des confusions. Après, les clients se retrouvent déçus et ça fait de la mauvaise pub derrière. Ils sont moins engagés. Et après, c'est un souci de transparence, si tu veux. Et je vais donner une anecdote. Je suis allé à une remise des diplômes pour la fin de la vie. Pas pour moi, mais pour ma copine ce week-end, enfin le week-end dernier. Et pour une école de commerce dont je ne citerai pas le nom. Et je me dis, mais le jour où cette bulle-là va éclater, ça va faire vraiment mal. Parce qu'on parle beaucoup de la formation en ligne parce que c'est quelque chose de nouveau, que c'est pas encore régulé. C'est régulé beaucoup plus que certains secteurs aujourd'hui, mais c'est encore nouveau. Quand le secteur des écoles de commerce qui est poussé par le vieux système, parce que c'est un système de confiance, si tu veux, les écoles de commerce, même les grosses écoles, hein, c'est une top école de commerce. Et quand je voyais le discours qu'avaient les personnes, les responsables, les managers, le président de l'école de commerce par rapport à la réalité. D'ailleurs, il le disait même, c'est-à-dire qu'il faisait des présentations des majors, etc., qui étaient au chômage, qui étaient en recherche d'emploi, littéralement. Il le disait comme ça, j'invente pas, il le disait. Et qu'il répétait en permanence qu'ils étaient au sommet, qu'ils avaient toutes les possibilités, qu'ils venaient de gravir une montagne énorme alors qu'ils venaient d'avoir un bachelor. Ben, en fait, tu te dis, la désillusion, elle est encore plus forte pour un truc que tu as payé 10-15 000 euros à l'année pendant 3, parfois 5 ans, ouais, sur lesquels en plus tu vas la majorité du temps boire de l'alcool et pas apprendre de vraies compétences. Et en fait, c'est ça qui est problématique, qui me gêne beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de comparaison, alors qu'il devrait en avoir. Et c'est pour moi très problématique. c'est vrai que les écoles de commerce,
pour moi, c'est un peu le plus gros scam que tu peux avoir. Surtout que quand tu te retrouves avec des prêts de 45 000 euros. J'ai pas probablement jusqu'à ce terme-là, parce que en fait, il faut avoir peut-être un. Ça peut être bien comme toute école si tu as un parcours très spécifique que tu vas aller chercher en passant par cette école-là. Le grand problème des écoles de commerce, c'est que 90, parfois même 95% des gens qui ils rentrent après le lycée parce que c'est la moins pire des options pour eux, que ils savent pas où est-ce qu'ils veulent aller. Ils font une école pour faire une école, ils payent parce que on leur garantit un bon salaire derrière, un bon stade de carrière, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que il va en avoir, certes, dans le lot, mais c'est minime aujourd'hui. Et donc, c'est comme tout, si tu passes par cette école-là pour avoir un objectif, en vue d'un objectif très spécifique, pour intégrer une boîte dans le machin avec un stade. Et la majorité des gens, en fait, se cherchent. Il n'y a pas de mal à se chercher. Il faut être curieux. Mais le problème, c'est que les promesses des écoles de commerce ne sont pas. Bref. Et il y en a très bien dans le lot. Il doit y avoir des personnes très bien dans le lot, mais j'aimerais bien qu'on s'y penche un peu plus et qu'on y porte autant d'attention ou autant de choses que les formations en ligne. Ben, je crois justement avec tout ce qui est organisme de formation, etc., c'est en train de plus en plus se développer. Après, je ne sais pas s'ils ont, il y a une base certifiante qui est acceptée par les États, mais c'est en train de se développer, j'ai l'impression. Tu parles de la certification. Alors oui, c'est vrai que je ne sais pas du tout, mais c'est. Je crois que ça se développe. Ouais, je ne sais pas du tout. Mais ça serait bien, ouais. Et plus que ça, en fait, le vrai problème, c'est les compétences. C'est-à-dire que moi, j'ai appris plus le marketing, mais vraiment, c'est-à-dire que j'avais discuté avec des personnes lorsque j'étais en deuxième année, enfin, je disais deuxième année où j'étudiais le marketing avec Tugan, avec une formation, les RX à l'époque étaient à 25 € par mois. Donc, une formation à 25 € par mois, j'apprenais plus le marketing qu'une école de commerce, enfin, c'est affligeant. Donc, c'est vraiment les compétences qu'il y a derrière et les skills. Je pense que le marché du travail, plus tard, il va être beaucoup plus sous un format freelance / prestataire qu'un format vraiment CDI. Il y en aura toujours. Mais la balance va être plus dans le poids, voilà. Et que ce qui va vraiment compter, c'est les vraies compétences, les pures compétences, plutôt que des formations certifiantes où, en fait, on a passé 40%, si ce n'est 50% du temps, à faire de la vie associative et à se bourrer la gueule. À rien faire. C'est le gros problème. Et il y avait, en fait, il y a juste à voir comment ça s'appelle, comment on éduque en fait les gens en cours. C'est du théorique, il y a très peu de concret. Et donc le marketing, tous ces trucs-là, bah, tu les apprends en étant sur le terrain, en testant des choses, en regardant les résultats. Les gens, ils savent pas ce qu'ils font là aussi. Il n'y a pas de quête. Ils sont sur leur tel, ils sont plus dans une vie sociale que. Après, voilà, je sais pas trop. C'est un problème à beaucoup de facteurs. Je ne saurais pas trop comment faire, mais non, c'est un peu malheureux pour le coup, mais je pense qu'il y a un vrai élan en France. Après, bon, je ne sais pas trop comment ça va se passer durant les prochains mois, prochaines années, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros élan avec tout ce qui est Guillaume Houbèche, etc., qui commence à redonner un peu d'espoir à l'entrepreneuriat en France, même comment il s'appelle, Xavier Niel, qui est quand même une grosse tête de l'entrepreneuriat en France. Oui, mais en fait, si tu veux, Xavier Niel qui a des sociétés au Luxembourg, je suis le premier à défiscaliser et à me barrer de la France parce que je ne veux pas payer d'impôts en France et que je trouve le système complètement con. C'est mon point de vue. Mais si tu veux, c'est facile quand tu as des accords avec Bercy de faire la propagande de la France et que ça marche, etc. Machin. Le problème, c'est qu'on va encourager l'entrepreneuriat en France en disant que c'est tout beau, c'est tout rose, jusqu'à ce que tu te prennes 10 contrôles parce que un tel ou un tel t'a dénoncé parce qu'il est jaloux, pour des vraies ou pas raisons hein, d'ailleurs. Que tu vas te prendre des lois européennes toujours plus compliquées, que tu vas. Combien d'entrepreneurs en France sont. D'ailleurs, c'est très simple. Combien d'entrepreneurs restent des très bons entrepreneurs, très peu. Et en général, parce qu'ils sont menacés par Bercy, parce qu'ils ne doivent pas partir, des vrais trucs, ou qu'ils ont un intérêt d'image à rester en France, comme tu regardes la boiserie avec Lucien, etc. Ou alors que c'est des très vieux secteurs d'industrie, comme des grandes familles, les familles Auchan, famille Leclerc. Et aujourd'hui, sur les 20 dernières années, on a perdu la majorité des grands groupes, des leaders mondiaux. Et aujourd'hui, avec le même groupe Total, pense à déplacer sa bourse à New York parce que on est en train quasiment de dépasser les taux de taxation sur les rachats des parts d'entreprise. Et en fait, on a affaire à des gens, si tu veux, qui n'ont jamais géré des budgets d'entreprise au sein du gouvernement. C'est un mammouth énorme qui ne sait pas gérer des budgets, qui ne sait faire qu'une seule chose, c'est-à-dire taxer plus, essayer de contrôler plus, mettre plus de lois. Il n'y a aucun esprit de simplification de la bureaucratie. Et donc, on va vers un engrenage qui est complètement
complètement pourri, où les banques, comme d'ailleurs, il y a une loi qui passe le 4 juillet là, sur les virements de plus de 800 euros entre particuliers. Chaque virement de plus de 800 euros devra être signalé, contrôlé. C'est du flicage. Moi, on m'avait dit récemment dans mon entourage, si Mathis, les impôts aujourd'hui, juste les impôts, revenaient à 0% en France, est-ce que tu reviendras en France? Mais je dis, jamais de la vie. Si c'était encore que les impôts. Mais au-delà de tout ça, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de loi, il y a un vrai problème d'administratif, il y a un vrai problème de bureaucratie, il y a un vrai problème d'insécurité, il y a un vrai problème de… En fait, tout est pensé pour te pourrir la vie en tant qu'entrepreneur. Et tu vas financer des trucs qui ne te plaisent pas, tu n'as aucune visibilité, aucune transparence sur ce que tu finances, tu n'as pas de bon système de santé. Enfin bon, bref. Je ne reviens pas là-dessus, mais c'est vrai que… C'est un gros sujet. Hein. C'est à voir. On a gâché le potentiel, on a tellement de potentiel dans ce beau pays, parce que c'est le plus beau pays du monde, mais on a fait n'importe quoi. Je sais même pas dire si c'est l'inefficacité, l'incompétence de tous nos bureaucrates, ou si c'est vraiment une volonté de quelqu'un qui finance ça derrière. Je serais incapable de dire. Ouais, j'avoue, je sais pas trop non plus je suis pas hyper calé sur ces sujets-là, mais en fait, toutes les têtes partent soit aux US, soit du coup les bons entrepreneurs partent à Dubaï. Parce que toi, du coup, là, ça fait combien de temps que tu es à Dubaï Enfin, plus de 3 ans, je me suis expatrié le jour de mes 18 ans. Donc, jeune. Et après les US, enfin après Dubaï, tu comptes aller aux US, tu comptes partir de… Aucune idée. Je n'ai aucune idée, mais j'aimerais bien effectivement un minimum de logique dans le pays dans lequel je vis, ce qui n'est pas le cas de la France pour l'instant. Donc, on verra, mais je ne sais pas du tout encore. Ok, donc pour l'instant, Dubaï encore pendant quelques années, et on verra ce que ça donne derrière. Ouais. Là, récemment, j'ai vu aussi que tu avais acheté ta première voiture. Je ne sais pas, mais la voiture de tes rêves à 21 ans, ça fait quoi d'acheter ça aussi jeune, et c'est quand même un vrai kiff. Bah, c'est le bon moment pour acheter ça dans une vie. On n'a qu'une vie, il faut bosser plus, dépenser plus, bosser plus, dépenser plus. Non, c'est un vrai kiff, franchement, c'est super. Là, en plus, je l'ai ramené pour que ma famille puisse la voir un petit peu en été, là, en France, 3 mois. Le problème, c'est que, pareil, c'est un enfer pour la garer, faire attention, parce que tu peux vite te faire emmerder avec ça, que ce soit par des jaloux ou par des personnes qui la veulent. Donc, content de pouvoir la ramener après rapidement à Dubaï. Mais non, c'est très cool, ça fait extrêmement plaisir. C'est cool. C'est un peu j'ai l'impression que c'est quand même l'achèvement de pas mal de gars, entre guillemets. Après, je ne sais pas si les filles, elles ont des objectifs comme ça, avoir des belles voitures ou pas. Mais tu sais, nous, les mecs, c'est très simple. Hein. Les vroom vroom moteur, on est content. Hein. on est content, c'est sûr. C'est pour Non, ça mais qu'on c'est vrai que veut. je me suis dit, et c'est vrai qu'à 80 ans, quand je regarderai en arrière sur ma vie, au-delà de la famille, des petits-enfants et tout que j'aurai potentiellement, je pense que ce serait tous ces trucs-là que j'ai osé faire. Et voilà, quoi. À la fin de ma vie, 250 000 euros en plus ou en moins. Ça ne change pas grand-chose. Il faut mieux profiter une fois qu'on a bien tryhard et qu'on a bien travaillé à 24, 25, 26 ans. Et après, tu kiffes. Avoir sa Porsche à 60, 70 ans, il n'y a pas d'intérêt pour le coup. Tu peux pas la pousser. Tu peux rien faire. Là, il y a l'été qui arrive. Je ne sais pas si pour toi, je pense qu'avant, c'était sans doute gros hustle, gros travail, on lock-in et on bosse à fond. Est-ce que toi, encore pour le moment, là, vu que tu commences à être beaucoup moins dans l'opérationnel, est-ce que l'été, c'est un peu un synonyme de relâchement ou on continue. Continue, tryhard. Ça, il m'a dit toujours, ouais. Toujours, on continue à pousser parce qu'il y a déjà de toute façon que ça à faire. Et de deux, que c'est vraiment excitant de continuer à bosser sur ce projet. Ok, c'est important parce que tu es retourné en France. Parce que je suppose qu'à Dubaï, l'air là-bas, il fait 40 degrés. C'est juste que c'est irrespirable. J'aurais pu aller à Miami, mais bon, pas trop mon kiff, Miami. Parce que c'est un peu le Dubaï pour l'été. Mais non, la France, ça me convient bien l'été pour surtout voir ma famille, en profiter un peu de mes proches. Ok, c'est top. C'est top. Pour aller un peu du côté business à ce moment-là, là tout à l'heure, tu parlais que tu avais à peu près 200 à 300 rendez-vous par mois, donc qui viennent principalement de l'organique, donc voire 100%, où il y a peut-être un peu de référol aussi. Organic setting. En fait, organic setting. Ok, donc principalement Insta, LinkedIn, la classique. Selon toi, c'est quoi là le meilleur process pour qualifier des leads qui viennent en organique? Tu parles à quel niveau? Sur la partie calendrier? Sur quoi?
Il y en a beaucoup il y a beaucoup, et tu avais testé, je crois, tout ce qui est setting IA, etc. Au niveau, en fait, du moment où tu vas rentrer en contact avec la personne qui va montrer un intérêt pour ce que tu proposes, tu vas lui proposer un call. Donc là, il y a le call qui est proposé, elle va réserver. Il y a tout ce process aussi en back-end où tu vas devoir la chauffer, la qualifier pour qu'elle déjà vienne en appel et pour qu'elle soit vraiment hypée lors de l'appel. Est-ce que toi, tu as un process Ouais. particulier pour ça ou... Il n'y a pas 10 000 manières de faire, c'est les questions sur le calendrier. Et si tu veux en plus être sûr que vraiment elle correspond à tes critères spécifiques, c'est de leur envoyer un message sur WhatsApp pour leur poser quelques questions. Et c'est marrant parce que Hormozy, il y a quelques années de ça maintenant, il avait raconté ça en conférence. Il avait une de ses entreprises du portfolio qui faisait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent et qui était une entreprise de coaching sportif. Ok. Et ils avaient 75% de taux de closing sur une offre à 8 000 $, avec un taux de cash collecté qui était proche de 80%. Et donc, cette entreprise monte sur la scène, en tout cas, le représentant de cette entreprise monte sur la scène. On lui pose la question, how the fuck it's possible? Tu vois, genre, 75%, il y a une offre à 8 000 $. Comment est-ce que vous faites? Et le gars répondait très simplement, c'est que tous les matins, avant de prendre les appels, on supprimait 80-90% des appels. On ne prenait que les appels dont on était sûr qu'ils allaient à 100% closer. Et en faisant ça, et en annulant les appels sur WhatsApp, sur iMessage, en fait, ils se rendaient compte qu'il y avait certaines personnes qui étaient plus déterminées à prendre l'appel que ce qu'ils ne pensaient, parce qu'ils étaient vraiment pissed off qu'ils ne puissent pas prendre l'appel en disant « Mais attendez, moi, je suis vraiment un bon client pour vous. » Donc, les personnes se qualifiaient d'elles-mêmes. Et au final, au lieu de prendre peut-être 10-15 appels par jour, ils en prenaient 2, 3 max. Et ils en closaient 2, voire 3, sur des offres ultra chères. Et tout le reste, en fait, ils montraient qu'ils n'avaient pas besoin. Donc, ça c'était assez intéressant. Et c'est vrai que moi, le premier, on n'ose pas assez, je pense, on n'ose pas assez supprimer des appels en disant c'est pas le bon prospect, etc. Parce qu'on ne sait jamais, on se dit peut-être que dans l'appel, il réservera. Mais la réalité, c'est que tu fais confiance à ton intuition, tu vas gagner tellement de temps avec ta sales team, tu vas tellement les mettre plus en confiance en leur donnant des prospects ultra qualifiés. Ça vaudrait le coup que sur une semaine, je teste ça. C'est un rapport de force en plus. C'est la personne qui se vend au final. Donc pour le closing, c'est beaucoup plus propice. Ouais. Ouais, et puis si la personne ne se vend pas au final, c'est qu'elle n'était pas finalement si qualifiée que ça. Ouais. Et en plus, ça permet de réduire la charge de travail, etc. Donc c'est un peu tout bénéfique en soi. Les closers sont motivés parce qu'ils sont des listes qualifiées. Ils closent à des gros taux. Donc c'est vrai que c'est un bon combo pour le. Mais après, il faut un certain volume pour se permettre de faire ça, je suppose. C'est vrai que si tu as 5-6 rendez-vous par semaine, ça peut être quand même assez compliqué de commencer à disqualifier ou à dire non à certaines personnes. Ouais, bien sûr, on est d'accord. Et là, depuis début 2025, tu as pu tester quoi comme système d'acquisition pour aller chercher plus de rendez-vous, plus de clients, mis à part l'organique? J'ai une longue to-do list de stratégies que je ne dévoilerai pas maintenant pour pas qu'on fasse des coups avant moi. Mais que de toute façon, c'est pas caché parce que vous les verrez sur les prochaines semaines. Mais ça serait con qu'il y ait des petits malins qui reprennent ces trucs-là avant. Mais on a beaucoup d'idées créatives de faire du contenu, de faire de l'acquisition sur les réseaux. Et j'ai hâte de mettre tout ça en place. Ça qui est bien avec le marketing de manière générale, c'est qu'il n'y a pas de règles. C'est qu'on fait un petit peu ce qu'on veut et ça, on peut tout créer. Donc, c'est ça qui est génial. Et en général, quand je coach les gens et que ce que je leur dis en premier lieu, c'est que votre intuition, votre logique et votre créativité, votre bon sens paysan vous rémunérera toujours mieux que n'importe quoi en termes de formation. Même par rapport à tout ce que tu mets en place, etc. Il faut tester, quoi. Certes, ça, certaines personnes, comme le setting, tout simplement, il y a des approches qui fonctionnent très bien pour certains secteurs, pour certaines cibles, tandis que pour d'autres cibles, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, en fait, il faut vraiment tester à sa sauce, voir comment ça peut marcher. Tu adaptes, tu regardes les datas et bien sûr, on attend toujours data-driven à fond. Et après, tu peux vite aller chercher des résultats rapidement lorsque tu trouves le bon combo, quoi. Ouais, complètement. C'est un peu comme dans la ads où quand tu trouves la bonne ads avec la bonne promesse et que tout s'aligne, là, ça fait tout tombe parfaitement bien. Ça fait un gros carton pour le coup. Là, je me rappelle aussi la dernière fois, on avait discuté d'un sujet qui était les gens se focus. Même on l'avait vu via le quiz que je t'avais mis en place, qu'il y avait beaucoup de personnes en fait qui pensaient que leur frein principal, c'était l'acquisition. Et en fait,
ils n'étaient pas assez focus à ce moment-là sur la délivrabilité, sur le recrutement. Et la question que je me posais, c'est selon toi, à partir de quel moment, à partir de combien de cas par mois, on doit commencer à vraiment prendre en compte, à automatiser ces process et à commencer à sortir de l'opérationnel en recrutant des personnes, etc. C'est un conseil qui est toujours plus facile à donner qu'à réaliser. Parce que même les plus gros, Charlie Morgan, Carl Gordon, ils n'ont pas délégué la vente avant 150 cas par mois, alors que tous disent qu'il faut le faire avant. Mais en réalité, c'est que c'est plus dur à faire que voilà. C'est quand tu n'as plus de temps, tout simplement. C'est que quand tu sens qu'au quotidien, mais ne pas commencer par tout recruter à la fois, commencer par recruter un poste, puis un autre, en prenant son temps et d'anticiper ça. Si vous pouvez poster des formulaires de recrutement un mois avant que vous sentiez que vous avez besoin d'un nouveau closer ou d'un nouveau copywriter, ça va vous permettre de prendre une décision qui est beaucoup plus réfléchie qu'une décision hâtive. Vous allez devoir prendre 3 personnes en appel sur l'espace de 2 jours et de choisir le moins pire des choix. C'est toujours pareil. Donc, anticiper ces décisions-là et de se poser sincèrement la question, si je paye une personne 2 000 €, 3 000 €, 4 000 € par mois, comment est-ce que je peux être rentable sur cette personne sur 12 mois? C'est à quel point elle va me rapporter un arbitrage en boîte si je fais 50 cas par mois, que je paye cette personne à 4 000 balles par mois. Je paye donc 8% de mon salaire, ça creuse mon profit. De faire le calcul de profit, comment est-ce que je peux récupérer ces 8% de profit le plus rapidement possible ou de manière la plus stable possible. Et donc de faire un calcul vis-à-vis du compte. Ok, ouais, ça c'est pour toute la partie acquise. C'est vrai que les closers, il y en a beaucoup. Là, j'ai eu un coup il n'y a pas longtemps avec un coach sportif qui avait déjà 2 closers alors qu'il faisait 15 cas par mois. Je suis là en mode comment ça se. Je crois que tu as eu un appel avec lui en plus. Okay. On appelle simultanément. Enfin, je l'ai eu juste après que tu l'aies eu en appel. Je pas de. Okay. Et ouais, il me disait ça. Et c'est vrai que c'est assez cata. Toi, tu as commencé, ouais, tu as délégué à partir de 150, 200 cas par mois le closing. Ouais. Ah ouais, j'ai pris beaucoup d'appels à la main avant de. Ouais, bien sûr. Non, c'est important. En fait, il faut savoir faire avant de déléguer parce que sinon, tu te retrouves avec des personnes qui vont pas réussir à faire ce que tu faisais avant et ça va être compliqué. Tu vas faire un gros trou dans la caisse pour le coup. Non, c'est smart. Et là, en termes hors partie acquisition, au niveau recrutement, selon toi, à quel palier tu commences à recruter un CSM plutôt, à recruter toutes ces personnes-là, un head-off, etc. Ça va beaucoup dépendre, encore une fois, du temps et de l'énergie que vous y mettez, mais en général, quand vous passez plus de 50% de votre temps sur la délivrabilité, c'est qu'il est temps de déléguer un CSM. Ok, intéressant. Je n'avais pas cette data-là. Okay. Et pour recruter, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait tout ce qui était, comment ça s'appelle, petits formulaires, etc. Est-ce qu'il y a d'autres petits hacks que toi tu utilises pour recruter assez facilement Il y en a plein. Vous pouvez poster sur des groupes, faire des propositions de paiement pour ceux qui arrivent à trouver des talents pour vous, faire des ads, poster sur les stories, faire de l'affiliation. Enfin, il y a énormément de choses. Il faut voir vraiment le recrutement comme de l'acquisition de leads. Sauf que ce n'est pas de l'acquisition de leads commerciaux, c'est de l'acquisition de leads de talents. En fait, c'est que ce n'est pas pour votre offre commerciale, c'est pour votre offre de recrutement. Donc, il faut juste penser le recrutement comme de l'acquisition. À partir de là, vous allez beaucoup mieux réfléchir à votre acquisition. Tu avais pu tester, toi, j'avais vu, c'était Antoine Blanco qui avait fait ça, de mettre des ads sur du recrutement. Donc, je ne sais plus comment c'était formulé, mais c'était un truc pour recruter, je ne sais plus quel type de profil, mais il faisait de la ads là-dessus. On l'a fait pour des setters, ouais. Ok. Et ça a été concluant ou c'était. Ouais. C'est d'aller chercher du volume, c'est ça qui est bien pour le coup. Clairement. Ok, c'est top ça. C'est top, parce que c'est vrai que le recrutement, c'est quand même, surtout au niveau des setters, c'est une vraie plaie en ce moment. C'est en panne sur le marché français. C'est une galère de trouver des bons setters. Il y en a de plus en plus, mais c'est vrai que c'est un travail qui a tellement de valeur, si tu veux. C'est pour ça que je dis souvent qu'il existe de très bonnes IA de qualification, mais pas encore de setting. Il n'y a aucune IA qui n'est capable de faire de l'outbound, de filtrer en faisant de l'outbound, en faisant des scripts à la main, de engager une discussion, autant de discussions par jour. Il est très, très bonne IA de qualification. Mais en fait, faire une IA de outbound, comme nous, on utilise un setter pour de l'outbound, inbound sur les différents réseaux, ça demanderait d'avoir un super agent ultra rapide qui connecte sur 3 plateformes en même temps. Pour avoir les 3 data, c'est juste impossible aujourd'hui. Ça n'existe pas en fait. C'est que ça n'existe pas. Et les gens me disent si, mais attends, moi, ma solution et moi, mon truc, machin. Et je comprends qu'ils essaient de vendre leur truc, c'est très bien. Et surtout qu'en fait, on ne parle pas de la même chose. Il y a des très bonnes IA de qualification, de filtrage.
Donc, sur WhatsApp, en inbound, il s'obtient, il va recevoir un message sur WhatsApp de un tel, machin, etc. L'IA est très performante. Il y a encore quelques problématiques sur la majorité des IA, mais ça se règle de plus en plus et c'est génial. Et je suis le premier à dire qu'il faut utiliser de l'IA. Mais de l'IA telle que nous, on l'utilise en termes de setting, c'est pas que je veux pas, hein, parce que la seconde où ça existe, on intègre ça et on remplace des setters pour tout le monde et tout le monde va être très content et je le serai le premier content. Mais que c'est pour l'instant, j'en ai pas trouvé une seule parce que ça n'existe pas. Et je n'attends qu'une seule chose, c'est que ça existe dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ah, tu penses que ça va sortir aussi rapidement? C'est quand même très, très rare. C'est très, 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 très rare. Parce que là, pour parler un peu de l'IA, toi, tu l'as intégré à. Enfin, on en avait parlé encore une fois la dernière fois, mais l'IA, maintenant, c'est un gros levier pour gagner du temps. Tu avais pris ChatGPT+, la formule à 200 €, si mes souvenirs sont bons. Il y a même GenSpark, etc. Là, actuellement, tu utilises l'IA pour faire quoi, principalement? En fait, l'IA est là pour fluidifier nos process, pour aller plus vite sur plein de trucs, sur les mails, sur le copy, sur le support, sur de la recherche d'informations, sur des diapos, sur les factures, sur plein de choses. Et surtout, il est là aussi pour filtrer l'information pour de l'apprentissage, pour de la knowledge. Donc, on l'utilise beaucoup comme ça. Et on a de plus en plus d'automatisation qui arrive sur l'onboarding, qui arrive sur les sales, qui arrive sur les trainings des sales, sur l'enregistrement des appels et sur les scripts qu'on va faire avec eux. Donc, non, c'est super pour ça, effectivement. Ouais, c'est un gros gain de temps. Comme quoi, soit tu gagnes, quand tu veux vendre quelque chose, soit tu fais gagner du temps, soit tu fais gagner de l'argent. Comme ça que tu peux facilement aller chercher des clients. C'est vrai que l'IA, c'est un gros. C'est dingue de se dire qu'il y a 2-3 ans, on faisait encore des mails à la main, on devait réfléchir à ça. Et maintenant, des mails en 3 heures, tu en as fait une dizaine, quoi. Et des bons mails en plus, c'est pas des mails pourris. Donc, ça évolue à une vitesse qui est assez impressionnante. Donc, c'est assez ouf. Après, à voir dans le futur jusqu'où on pourra aller, mais rien qu'avec les agents IA, tu nous avais montré la dernière fois qu'ils qui réservaient un hôtel en Grèce pour toi, etc., sur le terrain nature. Je me dis, mais après, ils vont pouvoir faire des pages de vente, ils vont pouvoir tout faire, en fait. Bien sûr. Tu vois, c'est encore ultra long, c'est encore l'hôtel en Grèce pour vendre la démonstration, mais bon, j'aurais fait plus rapidement à la main en 2 secondes, quoi. Ouais. C'est une tâche que tu peux faire en back-end, en back-end, pardon. En back-end, ouais, bien sûr. Tu ne penses pas et ça te fait tout seul. Et en fait, ça fait surtout gagner de la charge. Tu perds de la charge mentale, en fait. Donc, ça, c'est hyper top pour le coup. Et tu parlais de formation là, tout à l'heure. Il y a une question qui me vient à l'esprit là. Par mois, tu spends de combien en formation à peu près? C'est ultra variable. Il y a des mois, je dépense 0, des mois, je dépense des masterminds 15K. J'aurais voulu aller au Seligman là, en Angleterre, mais je n'étais pas dispo. C'était 25, je crois. Donc, ça a fait d'un coup 25 de sortie. Et ça va vraiment dépendre des mois, de ce qui sort aussi en proposition sur le marché. Et voilà, simplement. Parce que là, il y a en gros infopreneurs, on va dire, qui font des gros masterminds. Il y a Alex Hormozy qui est en train d'en marketer un, je crois, dans pas très longtemps à Vegas, où tu étais déjà allé, je crois, une fois. Bah, il en fait un toutes les semaines quasiment, un workshop. Ok, donc c'est récurrent. Ok, je pensais qu'il en faisait toujours peut-être un tous les mois ou tous les trimestres. Non, le workshop de scaling, c'est très, 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 très récurrent. Okay. Et du coup, il y a Iman qui en fait un peu plus ponctuellement. Par contre, lui, c'est un peu plus rare. Est-ce qu'il y a d'autres gros entrepreneurs qui font des masterminds comme ça, qui sont un peu moins connus, peut-être? Je ne sais pas. Honnêtement, il faut que je me renseigne plus parce que j'étais là la dernière semaine, c'est pour ça qu'on n'a pas trop sorti de vidéo, c'est qu'on a beaucoup bossé sur le produit en interne. Et j'étais un peu en mode grotte. Donc il faudrait que je me renseigne prochainement si je veux faire des masterminds. Et j'ai vu qu'effectivement, Iman en faisait. Il faudrait que je me regarde sur X aux US et sur Instagram, s'il y en a qui proposent. Je sais que Tanner chez Lester, il en fait aussi un l'été en général. Russell Brunson, il en a toujours quelques-uns qui sont intéressants. Donc il faudrait que je regarde un petit peu plus ce qui se fait. Tu as toujours l'objectif d'aller chercher le trophée avec Russell ou pas? En fait, je peux déjà le commander parce que avec, faut que je fasse faut que je le demande directement. Mais avant, c'est vrai que ça me faisait kiffer de l'avoir. Je vais le commander même pour la team et tout, pour que chacun en ait un dans la team. Mais en fait, bon,
Bah, c'est de l'ego, quoi, entre guillemets. Mais c'est cool. Ouais, et puis après, ça se partage pas facilement. Enfin, c'est-à-dire, ça se partage pas facilement. Tu voyages pas avec facilement. Sachant que moi, je voyage pas mal. Donc, Ouais, c'est de la déco en plus pour le coup. je crois que je la mette dans la voiture. Comme ça, la voiture, elle repart en soute. Je pas dans la voiture. Non, ça serait cool, ça. Ouais, parce que tu as fait venir en... Ouais, tu l'as fait venir en avion et tout, la voiture. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça. Je savais même pas que c'était possible. Tout est possible avec de l'argent. Il faut juste payer Ouais, cher. ouais. J'imagine pas le prix que ça a dû coûter pour faire Dubaï-Paris. Bah, 22 000 $ avec Emirates Cargo. Ok. Ok, je m'attendais un petit peu. Aller-retour. Je m'attendais un peu. Non, 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 juste aller. Ok, donc 40K pour Bah, l'aller-retour. je pense que je prendrais le bateau. Je voulais l'avoir immédiatement, mais je pense que ça coûtera moins cher en bateau. Il faudrait que je regarde, je sais pas regarder encore. C'est vrai c'est vrai qu'il y a tout ça qui est possible. C'est vrai que quand on commence à avoir pas mal de cash, on peut vraiment se permettre de faire tellement de trucs sans trop se poser de questions. Et c'est C'est top. clair. Ça, c'est le gros point positif. Il y a, il y a un truc, du coup, là, que je me posais comme question aussi. Selon toi, c'est quoi, là, les 3 skills à maîtriser si on veut faire 100K par mois le plus rapidement possible? Vraiment le plus rapidement possible. Euh, Alors, te dire en ligne, enfin, en fait, ta question, elle est particulière parce que chacun a une manière de faire 100 cas par mois et ça dépend avec les mecs qui vont faire 100 cas par mois plus rapidement dans leur expertise. Enfin, c'est un peu, je dirais quand même, le marketing, parce que si tu n'as pas de visibilité, peu importe ton expertise, tu peux être un cuisinier, un danseur, un machin. Si tu sais te vendre, te marketer, tu vendras toujours beaucoup plus. Euh, et ensuite, en fait, tu es en général payé dans ce pourquoi tu es bon. Donc, je te donnerai pas trop de skills particuliers par le fait de te marketer, de te vendre et d'avoir de la visibilité comme le marketing. Le reste, il faut juste que tu excelles dans ce pourquoi, dans ce que tu fais, parce qu'on va te payer plus cher que les autres, parce que tu es meilleur que les autres dans le domaine dans lequel tu exerces. Hmm. Ouais, la question est un peu bancale. Je vais la reformuler un peu à ce moment-là. Si jamais, par exemple, on t'enlevait tout là, c'est une question que j'avais fait aux US et je me dis ça pourrait être pertinent de te la poser. Si jamais on t'enlevait tout, on te laissait juste tes connaissances, ton savoir, que tu avais zéro sur le compte en banque, etc., et que tu avais, par exemple, 2 semaines pour aller chercher 20K, qu'est-ce que tu ferais? Disons que tu connais dans une ville, on t'a drop, on va dire en Afrique du Sud, tu connais personne. Et du coup, je connais personne, je peux rien faire. Tu connais personne, mais tu as toutes tes connaissances que tu as pu acquérir depuis que tu es lancé, depuis que tu es né. Mais je suis pas connu sur Internet. Tu n'es pas connu sur Internet, tu n'as plus, t'as plus la fanbase, ou, je ne sais pas dire fanbase, mais tu n'as plus la communauté. Je pense que j'irai dans un job de sales, j'essaierai de vendre des voitures ou d'aller nettoyer des carreaux ou d'aller reprendre des commissions sur de la vente de bagnoles ou de la vente de bateaux. Ou j'irai toquer à des portes tous les jours. En fait, ouais, j'irai dans un job de sales où je devrais vendre quelque chose à quelqu'un, prendre une commission dessus. Tu vends une voiture ou un bateau, tu peux vite rapidement prendre 5000 balles dessus. J'irai me défoncer tous les jours à la vente, faire 15 heures par jour. Je pense que je Ouais, ferai ça. ouais, la vente, Hmm. ça la commission, tu peux aller vite chercher. Tu peux chercher vite du Ouais, gros. ça va. Tu veux vite aller chercher pas mal de cash, surtout si tu travailles avec des bonnes commissions derrière et que tu closes des gros produits. C'est vrai que si tu closes une voiture, la com derrière, elle peut être ultra intéressante. Ok, ok, c'est top. Là, j'ai une dernière question. Après, je ne Ouais, sais pas si on aura après. Mais là, après, donc là, il y a The Ecosystem depuis 1 an, 2 ans même, plus de 2 ans. Ouais. pas plus de 2 ans. C'est quoi la suite après? Est-ce que tu as d'autres projets en ce moment, l'IA ou Les autre? écosystèmes, croître encore plus. Je Ok, pense qu'on est même pas à 5% du potentiel des écosystèmes et que c'est à moi de driver ce projet-là plus loin. Et donc, je vais tout faire pour non pas en parler, mais le montrer et montrer que c'est possible de le faire. Je laisse parler les actes et montrer ce qu'on est capable de faire sur le marché. ouais, donc il n'y a pas de petit side business, etc. à côté, c'est toujours hard focus sur Ouais, bien sûr. l'écosystème pour aller chercher encore plus de résultats avec. C'est ça. Ok, ok, c'est top. C'est vrai qu'il y en a beaucoup à partir d'un certain palier, qui commencent à aller voir un peu à droite à gauche. Et Mm. surtout avec il y a beaucoup de personnes en ce moment qui lancent des SaaS. J'ai l'impression, je vois beaucoup ça sur X ou même sur LinkedIn. Toi, c'est pas Mm. dans le projet de faire un SaaS? Non, pas pour le moment. Bon. Ça va trop vite. C'est vrai que tout change en plus, tout change très vite. J'avais une discussion avec un gars qui s'appelait Guillaume qui disait que les SaaS, maintenant, ça va être des SaaS éphémères. Des SaaS qui allaient durer 1 an, 2 ans, mais avec l'IA, tout va tellement vite qu'il y a
on se fera toujours rattraper ou toujours bouffer à un moment donné par un mec plus gros et qui a plus de moyens que soi. Ok. Je ne sais pas si ce sera vérifiable plus tard. Mais c'est vrai que c'est un gros marché, les SaaS, pour le coup. Mais intéressant que tu n'y sois pas encore. Que tu sois pas encore dessus. Donc, voilà. Il te reste encore un peu de temps ou c'est short? J'ai quasiment plus de temps. Il faut que j'enchaîne après sur les autres appels. Ok. Bah, à ce moment-là, nickel. En tout cas, c'était super, super Merci cool de l'invitation. avec C'est très cool d'avoir pu échanger avec toi, Gaëtan. plaisir. Merci d'avoir décalé, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je décale le podcast. Bah, moi aussi. Mais c'était très très cool. Et puis allez voir ce que fait Gaëtan, c'est très 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 bon.